Vous écoutez Inspira, un balado sur la passion, la créativité et la société. Produit par le Collège La Salle et animé par Stéphane Leduc. Bienvenue dans l'univers d'Inspira. Bonjour, bienvenue à Inspira, un balado où on discute avec des gens passionnés et fascinants, tout comme notre invitée Sabrina Deslauriers, styliste de renom, et je suis en compagnie de deux étudiants, Miguel Lavergne et Monique Tatiano-Coco Edimengo, étudiants en commercialisation de la mode. Sabrina, de revenir ici au Collège La Salle, ça doit te rappeler, parce que tu as été étudiante ici en commercialisation de la mode, ça doit te rappeler des souvenirs, ça doit être particulier. Des souvenirs, mais ça a beaucoup changé. Oui. Fait qu'il n'y a pas trop de nostalgie. C'est resté assez... Est-ce que c'était une période, tu dirais, heureuse de ta vie où tu étais en questionnement, tu ne connaissais pas ton avenir? Pas en questionnement. Je pense que c'est une période que je savais qu'il fallait passer à travers. Un passage obligatoire. Oui, c'est ça, un passage... Après cette période, tu as étudié en design de mode et c'est finalement... non, c'est l'opposé, en fait. Ah, tu as commencé le design de mode? Ah, bien. Après, je suis allée sur le marché du travail. Ah, je comprends. J'étais prête. D'où le côté utile de la commercialisation de la mode aussi. Exact. Cet aspect de contrôler un peu l'univers. Qu'est-ce qui a fait que tu as bifurqué finalement vers le stylisme? Parce que c'est quand même deux univers qui se côtoient, mais qui ne sont pas du tout pareils. Mais je pense qu'en ayant fait design de mode avant, avec la connaissance du vêtement qui est plus dans la confection, la fabrication, le tissu, après ça, le côté plus commercialisation, marketing du vêtement, dans ma tête, c'était comme la suite logique aussi, c'est de travailler avec le produit fini, en fait. Fait que c'était attirant. Quand on débute au pied de l'échelle. Tu as été assistante d'une styliste, une styliste qu'on connaît bien qui s'appelle Azamit, qui a fondé le fameux souk à la Salle, qui est célèbre aujourd'hui. Et cette étape d'apprentissage est longue, elle est importante, mais toi, tu y as consacré plusieurs années. Plusieurs vont, après un an, dire « Je peux voler mes propres ailes, débuter », mais c'est 4 ou 5 ans quand même à être assistante. Pourquoi avoir attendu? C'est pas nécessairement attendu. J'avais l'impression, moi, je me suis mis à assister plusieurs stylistes. J'ai assisté Azamit, Isabelle Lang, Fritz. J'ai travaillé avec le Elle Québec, le Elle Canada, des grosses campagnes de Simons et tout et tout. Et puis, je me suis mis à assister plusieurs stylistes qui avaient chacun leur façon de travailler différente, chacun leur style. Puis, je trouvais ça tellement intéressant de pouvoir comparer, aussi prendre le meilleur de chacun, si on veut. Puis aussi, on veut pas, c'est de la pratique. Fait que je trouvais ça vraiment intéressant de pouvoir mélanger tout ça. Puis, à un certain niveau aussi, il y a de plus en plus de tâches qui sont déléguées, si on veut. Fait que l'apprentissage se fait encore plus formatif. Là, de cette période, qu'est-ce que tu dirais que tu as retenu d'abord qui était pour toi l'élément essentiel qui t'a servi peut-être toute ta vie, toute ta carrière? Il y en a tellement. En fait, une tonne. T'apprends tout dans cette période-là, en fait, de comment ça peut se passer sur un plateau, comment te comporter, toi, dans ton département qui est le stylisme ou les costumes, qu'on pourrait dire plus en télé ou en cinéma. Et aussi comment fonctionne la hiérarchie d'une séance photo ou d'un plateau. Comment te comporter, comment communiquer avec les autres, comment communiquer avec le talent, que ce soit un mannequin, un artiste. C'est vraiment là, c'est très, très, extrêmement formatif. Il me semble que tu as déjà dit que il fallait apprendre le silence. Oui, en fait, apprendre à écouter, apprendre à garder son opinion pour soi, je pense. Oui. Puis, entre autres, c'est là où on apprend. Puis en observant, on peut apprendre beaucoup aussi. Les gens l'oublient. Oui. Coco avait justement une question par rapport à cet aspect, à ce métier de styliste. En effet, Sabrina, comment exerces-tu ton métier de styliste aujourd'hui à l'ère où tout le monde donne des conseils sur les réseaux sociaux? Je pense que ça peut aller toucher un peu. Je pense que tout le monde peut faire aussi des recettes en ligne ou des conseils de rénovation. Je pense aussi il y a une certaine expertise qui vient avec. Puis, veux pas, il y a un savoir, il y a un œil et tout. Fait que c'est pas très... c'est pas plus embêtant qu'un autre. Je pense que les réseaux sociaux ont le bon. On peut aller chercher beaucoup de choses, mais je pense aussi qu'on peut apporter beaucoup de choses. Ils sont pas en compétition avec toi, vraiment? Je me sens pas, en tout cas, en compétition. Je vous en reparle. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es décidé un jour à te lancer, que tu te sentais vraiment prête à débuter?
C'était quoi le déclencheur? Ça peut être un élément déclencheur. Ça a été graduel, en fait. Fait que j'ai assisté effectivement beaucoup pendant quelques années, plusieurs personnes. Puis jusqu'à temps que, veux pas, comme t'es déjà... Il y a ça aussi, quand t'es là longtemps, les gens te voient, te connaissent, savent comment tu travailles. Fait que la transition, elle était assez douce pour déjà me déléguer des contrats et tout et tout. Fait que ça n'a pas été une... Il y a beaucoup de gens qui... Si la période, disons, qu'on assiste est plus réduite, il y a souvent un trou. On arrête d'assister, c'est drastique, puis là, on attend les contrats. Fait qu'on va commencer avec des plus petits contrats, puis on va monter, si on veut, l'échelle. En étant déjà sur place, il y a eu une transition plus douce, fait qu'on me fait confiance sur des mandats plus intéressants. C'est un métier qu'on apprécie mieux, que le grand public connaît mieux depuis quelques années, mais il y a aussi, on l'idéalise, on le regarde de l'extérieur. Ce serait quoi, selon toi, pas le préjugé, mais le mythe autour de ce métier? Mais c'est un métier qu'on voit, qu'on croit extrêmement glamour. Puis je pense que c'est le moins glamour. C'est le métier qui est toujours en arrière, caché dans le garde-robe, dans le demi-sous-sol, qui traîne les vêtements, qui fait le repassage, qui va chercher les trucs, qui va les reporter, qui... c'est le côté ingrat, là. On attache les souliers, puis... on replace les gaines. Oui. Et non pas le tapis rouge, quoi. Non. Toujours. Parce que maintenant, on voit certains stylistes sur les tapis rouges. Donc oui, il y a le bout de la grande robe. Ça, je dirais que c'est un 3 Tu travailles avec beaucoup de célébrités. Il y a plusieurs noms. On pourrait faire une très longue liste. Il y en a avec qui il y a une grande fidélité, entre autres Cœur de pirate. Il y a Isabelle Boulay aussi. Tu as même habillé Trana Wintour. Un projet comédienne, humoriste que les gens ont découvert beaucoup avec Big Brother Célébrité. Ça devait être un projet intéressant. Catherine Levac aussi, Sarah-Jeanne Labrosse. Et c'est dans ton métier, quand on travaille avec des gens qui sont très conscients de leur apparence, pour qui ça signifie beaucoup, surtout maintenant, comment on développe ce lien? Comment se fait cette complicité? Et je peux reprendre ce qu'on a dit tantôt, l'écoute. Oui. On écoute, il faut écouter beaucoup. Poser des questions. Il ne faut pas oublier qu'on habille une personne, surtout une personnalité, c'est la nuance, je pense. On habille quelqu'un qui a déjà une image, qui a déjà des goûts. C'est d'aller jouer avec ça, puis de le rendre peut-être au niveau que la personne a envie d'être et non essayer de transformer complètement la personne. Comme ça, on perd son essence, puis là, ça devient plus naturel. Puis qu'est-ce qui fait que des gens comme Cœur des pirates restent avec toi? J'imagine qu'elle te le dit. J'imagine qu'il y a un sentiment d'abandon, pratiquement. Je ne sais pas pourquoi ils restent, mais j'espère que c'est parce qu'ils m'aiment. Mais en même temps, je pense qu'ils peuvent probablement se laisser aller aussi. Mais je pense qu'il y a aussi une confiance. C'est beaucoup la confiance parce que on peut le voir aussi dans les critiques de Tapis Rouge. Il y a des risques. On s'entend que c'est des risques de mode. Fait que c'est pas... personne risque sa vie, là. Ouais. Mais on peut oser ou pas. Puis je pense que c'est avoir confiance avec la personne avec qui tu travailles. Ça veut dire qu'elle va jamais t'amener à un endroit qui va être trop risqué. Miguel voulait justement aborder avec toi. C'est un risque calculé. De lien et de satisfaction d'une certaine façon. Oui, donc comment tu fais pour assurer la satisfaction de tes clients face à tes services? Assurer la satisfaction. Honnêtement, ça revient à ça. Je pense que c'est vraiment dans l'écoute. C'est d'écouter, de comprendre. Puis si on ne comprend pas, de se rendre à comprendre. Parce que le vêtement, ça peut être une émotion, ça peut être une idée, ça peut être une sensation. Mais après ça, de l'exprimer, c'est pas toujours évident. Peut-être que la personne a une version dans sa tête qui n'est pas la même que dans la mienne. C'est d'arriver à un endroit que on se dit, ça y est, c'est ça. Mais après ça, ça va être avec des images à l'appui, du tissu, mais ça peut être de la musique. Il y a énormément de choses qui vont toucher à ça, puis c'est vraiment comme ça qu'on va... Ce qui m'amène à te demander, est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui t'a refusé un habit que tu avais créé pour la personne? Ou... Refusé? Mais ça, honnêtement, ça arrive fréquemment. Fait que c'est jamais, je dirais jamais, on se rend que c'est l'habit final qui a été refusé. Mais de refuser des idées, moi, je trouve que ça fait partie du processus. Puis, c'est souvent ce qui va amener à avoir les idées plus claires. Fait que souvent, je vais provoquer des refus.
OK. Fait que je vais présenter, si j'arrive pas à bien comprendre, je vais présenter, disons, deux vêtements complètement différents, sachant très bien qu'il y en a un qui va être exclu, mais au moins ça fait parler, ça crée l'émotion, parce que des fois, c'est pas tout le monde qui va être capable de bien exprimer qu'est-ce qu'ils ont besoin puis qu'est-ce qu'ils ont envie. Puis ça va aider, en fait. Ça va être, non, je trouve ça horrible. Ah oui, horrible? Pourquoi donc? Ça te permet de savoir la limite aussi. Oui, puis aussi, c'est comme ça aussi qu'on peut amener quelqu'un, les pousser un peu plus loin. Fait que peut-être qu'une fois, c'est non, mais peut-être que la prochaine fois, ça va être oui. C'est comme ça qu'on peut jouer. Il y avait aussi un lien que tu voulais faire avec une émission en particulier. Yes. Donc, quand tu travailles sur les bateaux de tournage comme les chanteurs masqués, c'est quoi le processus pour habiller les célébrités? Sur Chanteur masqué, j'habille Anouk Meunier. OK. Anouk, disons, dans cet univers-là du chanteur masqué, elle a son mandat d'être juge, déjà. Il y a un univers qui est créé déjà par la production pour la série complète. Fait qu'on on va déjà là-dedans, fait qu'il y a des guides, si on veut. Fait qu'il y avait un côté très glamour, on demandait d'être mode, puis éclaté aussi, coloré. Puis, c'est un beau contrat, ça, non? Exactement. Puis Anouk, c'est quelqu'un aussi qui ose. Oui. Fait qu'on a pu vraiment pousser les limites à un maximum, puis on s'est amusé. J'ai vu à l'Halloween le look Madonna. Yes! Tu Attends, le prochain, là. as fait aussi Star Academy l'an dernier. Oui. Parle-moi, c'est un énorme projet, ça, parce qu'il y a une quotidienne, il y a le grand gala de fin de semaine, et c'est une grosse machine aussi. Oui, puis le gros défi de Star Academy, c'est que, dans le fond, c'est tu crées l'identité de 15 artistes au final, mais de A à Z. Oui. Mais en condensé. Fait qu'on commence, dans le fond, à zéro. Fait qu'ils arrivent, ils ont leur petit sac à dos, leur petit jeans, un T-shirt, puis on commence là. Oui. Ça, c'est vraiment un processus qui... Puis en plus, tu développes un petit peu leur personnalité d'artiste d'une certaine façon, parce qu'ils développent leur répertoire, mais à travers ça, il y a tout ce qui va apparaître sur la scène, qui va être filmé. Puis on a la chance de voir leur évolution aussi, parce que c'est filmé 24 heures sur 24. Puis on voit aussi leur évolution en tant qu'artiste, soit dans leur musique, dans leur look aussi, les cheveux, le maquillage, puis aussi leur personnalité sur scène. Fait que tout ça mélangé ensemble, ça fait un... Puis on s'ajuste tout ensemble, en fait. Ça fait combien de looks par semaine? Ça représente quoi? C'est énorme, c'est une centaine de looks par semaine. Et c'est là avec que des l'expérience a servi à quelque chose. Exact. L'organisation. C'est là que tu le vois, que tu dis « Ah oui, c'est pour ça ». Ça t'a pas fait peur à un moment donné de dire « J'y arriverai pas ». C'est tellement gros. Ça serait mentir de dire que j'ai pas eu peur. Parce que quand on te présente la grosse machine du début, tu te dis « OK, attends une minute, est-ce que je vais être capable? » Puis il y a une pression aussi qui est mise sur les académiciens. Là. Ils veulent gagner. Donc, il y a une pression, veut pas, qui se remet sur l'équipe. Leurs émotions sont à fleur de peau, ils dorment pas beaucoup. Il y a une grosse gestion de personnalité. Leur personnalité aussi se développe. Ils sont pas habitués d'être à la télé, ils sont pas habitués de gérer un public, la pression. Il y a des larmes, il y a des sourires, beaucoup d'insécurité parce qu'on n'a pas En fait, t'as pas ce qu'un artiste, ça fait 20 ans qu'il travaille dans le milieu, n'a pas ce bagage-là. En fait, eux, ils commencent. Est-ce que tu dirais qu'une de tes forces, c'est d'être justement à l'écoute, mais d'être presque psychologue, justement? Oui, je pense que oui. Des événements comme ça, il faut que tu les soutiennes aussi. Oui, il y a confiance. Il y a un soutien, une confiance, d'être comme un pilier aussi. D'être toujours là, d'être la personne référence, de retrouver le regard, d'être toujours être aussi présent, autant physiquement que mentalement pour la personne. Tu es comme un peu à son service au final, mais tu deviens un peu le tout parce que tu es aussi la personne la plus proche. Tu y touches. Il y a un contact physique. Il y a une proximité. Puis ils doivent se confier sur ce qu'ils n'aiment pas chez eux aussi. C'est sûr que ça fait partie de cette analyse. Mais on touche au corps. Donc, les parties du corps qu'on aime, mais qu'on n'aime pas aussi, tous les côtés sensibles. Puis souvent, ça va amener aussi au vécu, les expériences.
c'est très, très émotif. Comment tu réagis ou eux doivent réagir quand les critiques sont mauvaises? Ça peut arriver. Mm-hmm. Des looks plus audacieux Ouais. que nous, dès qu'on est un peu plus dans ce métier, on comprend certaines audaces, mais le grand public, parfois, ne sont pas toujours rendus là. Tu négocies comment avec ça? J'ai beaucoup vécu dans Star Academy. C'était une des fois, je pense que c'était en concentré. C'était une bonne, je vais dire une bonne école, mais je suis pas certaine. Puis on m'a beaucoup conseillé là-dessus de faire attention, de pas lire tout, de pas tout non plus le prendre personnel, parce que la mode, c'est les goûts aussi. Ouais. On peut pas plaire à tout le monde. Fait qu'il y a une balance à faire. Mais oui, c'était un bon exercice. Est-ce que c'est un métier qui vous intéresserait? Le côté, le stylisme, même si vous êtes en commercialisation? C'est certain que oui, c'est un métier qui vient quand même chercher un aspect assez créatif. Même si Sabrina l'a dit, on touche directement au produit fini, on ne commence pas dès le départ, mais c'est quand même assez intéressant d'aller chercher le côté créatif en nous. Et de mon point de vue, je vois aussi que ça flatte pratiquement l'ego de savoir que j'ai aidé à faire briller une personne, une personnalité. Même si on est dans l'ombre, on est comme, OK, j'y ai participé, j'y ai contribué. Les défis te font pas peur, toi non plus, j'imagine. Non, mais comme Coco, je dirais que c'est sûr que si l'opportunité se présente devant moi, exactement, merci. C'est sûr que je vais la prendre. Et c'est un métier qui est intéressant. La notion de beauté a beaucoup évolué ces dernières années. Comment tu l'analyses ou comment tu te situes? Parce que maintenant, presque tout est permis, mais j'imagine que toi, tu as une vision aussi du vêtement. Il y a tellement de points qu'on pourrait aborder qui seraient faciles. Par exemple, la transparence, qui est très présente et qui attire aussi beaucoup de réactions, souvent négatives. Jusqu'où, toi, tu peux aller dans ces directions-là? C'est sûr que c'est en lien avec la personne, mais j'imagine que tu fais attention ou tu essaies de comprendre certaines tendances. Il y en a sûrement certaines aussi que tu n'aimes pas du tout. Donc, comment tu joues avec ça? Comprendre la tendance, puis comprendre d'où vient le désir aussi. Qu'est-ce qui cache, disons, ce désir-là de transparence ou de montrer, de vouloir faire telle tendance, puis de l'adapter selon la personne, son besoin. Après ça, son corps, ce qu'elle a envie, puis de comprendre l'image qu'elle a envie de projeter, en fait, avec ça. Fait qu'il y a un petit jeu à faire, là. Mais toi, un petit calcul. Tu es assez ouverte à tout, si je comprends bien. Moi, je suis ouverte à tout, oui. Prête pratiquement à tout essayer. Après, si tu vas le doser selon, parce que j'imagine que tu vas dire à quelqu'un, ça, si tu vas vers ça, on a droit à... Exact, mais ça se discute. Si tu veux aller à la télé, avoir l'air flambant nu, il y a la critique qui va venir avec. Après ça, mais je trouve ça important d'en discuter aussi avant, puis de dire, attends, disons, tu trouves que tu aimes moins cette partie-là de ton corps. Avec ce vêtement-là, on met beaucoup l'emphase, disons, sur cette partie de ton corps que tu aimes moins. Est-ce que tu es confortable avec ça? Il y a ça aussi. Quelles seraient les tendances qui te plaisent en ce moment? On va se faire plaisir avec... les tendances qui me plaisent en ce moment... Des choses qu'on devrait suivre qui sont vraiment en montée, en ascension. Mais je pense que ce que j'aime en ce moment, c'est qu'il y a un mélange. Il y a comme plusieurs tendances en même temps. Mais j'aime beaucoup, beaucoup le retour du vêtement taillé, là, si on veut, les tailleurs, un peu moins le sportswear, le T-shirt qui part doucement. Là. Le pantalon de jogging, on lui dit au revoir. On dit bonjour aux chaussures en cuir. Très, très contente de ça, moi. Oui, il y a l'appréciation du travail du designer derrière ça. Parce que les tissus... Comme une veste bien coupée, c'est plus facile et plus dur à réaliser qu'un pantalon de jogging, par exemple. Puis ça fait un effet du tonnerre sur tout le monde, en fait. C'est vrai. Donc, c'est un des points qui émerge, qui est un point intéressant pour toi. Tu travailles aussi dans le milieu de la publicité, qui est très différent quand même, parce que là, c'est des commandes précises. Explique-nous justement cette différence par rapport à la mode, même si on doit te demander, parce que tu as un bagage très mode, d'amener cet aspect-là, mais ça peut être carrément aussi relié au décor, au fond du décor, à l'ambiance qu'eux veulent créer, selon la marque aussi qu'ils veulent promouvoir.
qui n'est pas une marque de mode, ça peut être une banque, ça peut être... des La services publicité, sociaux. c'est pour vendre un produit ou un service. Oui. Donc, on ne vend pas un artiste, si on veut. Fait que ça va être un peu le même genre de travail, mais version produit. Qu'est-ce qui va mettre en valeur ce produit-là? Qu'est-ce qui va rendre le message qu'on a besoin aussi d'envoyer aux consommateurs selon l'espace, le décor, le médium que c'est présenté. C'est vraiment C'est un beau défi. c'est un beau défi aussi. C'est différent, ça se rejoint, mais il y a une... Est-ce que tu as toujours la même passion qu'il y a 10-15 ans, quand tu étais toute jeune, débutante? Je pense que oui, elle s'est certainement transformée. Ouais. Je pense que c'est plus les mêmes choses qui m'allument. Je serais pas capable de dire exactement quoi, mais je sais qu'il y a une évolution très différente. Mais oui, il y a une passion. Je pense qu'on n'a pas le choix. C'est un métier tellement intense. Ça englobe tellement de choses différentes que si t'es pas passionné, si tu n'aimes pas le vêtement, je comprends pas comment tu fais pour faire ce métier-là, en fait. Coco, avant de terminer, tu avais une question, justement. Oui, j'avais une question au sujet par rapport aux gens qui nous écoutent en général en ce moment et les jeunes qui voudraient se lancer dans le stylisme. Est-ce que tu pourrais nous donner comme des débouchés du métier de styliste? On a quand même vu que tu as un parcours assez atypique. Mm-hmm. Tu as eu plusieurs types de formations. Aujourd'hui, tu fais du stylisme, mais... Les débouchés par rapport au genre de styliste qu'on peut faire? Oui, ou une nouvelle génération qui peut avoir accès à ce métier aussi. Mais d'ailleurs, l'agence que tu as créée, Team, donne la chance à une nouvelle génération. Oui, oui, complètement. Et je suis pas sûre que je saisis à 100% bien la question. Je vais répondre le mieux que je peux, puis si jamais, on ajoutera. Le stylisme, je pense que c'est assez large. On peut faire du stylisme en publicité, du stylisme de mode, il y a de la photo, il y a du stylisme à la télévision, de films, de célébrités, de défilés, et on peut continuer. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de branches possibles. De trouver sa branche qui est le plus intéressante selon la personne, je pense que c'est déjà beaucoup. Après ça, quelqu'un qui commence dans le métier, c'est d'essayer, mais moi, c'est sûr que je vais toujours être pour aller assister, être junior d'un styliste pour apprendre, c'est la meilleure façon. Ça permet de voir plusieurs projets, de comprendre, de voir qu'est-ce qui l'intéresse aussi. Ça montre plusieurs facettes, en fait. Merci, Sabrina, d'avoir partagé ton expérience, tes connaissances et ta passion. Merci aussi, Coco. Merci, Miguel. J'espère que vous avez aimé cette expérience. Et pour ceux qui nous suivent, bien, je vous dis à très bientôt.